Salut à vous, chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. 24e journée de championnat de Ligue de Becté. Saint-Étienne recevait ce week-end l'équipe lavalloise et victoire 2-1 en faveur de nos Stéphanois. Nous sommes revenus, nous nous excusons pour les 2 semaines d'interruption. Et oui, c'était les vacances pour nous et on les a bien prises. Et c'est la première émission sous l'ère Montagnier, puisque la dernière émission qu'on avait enregistrée, c'était encore Orneland qui était sur le banc. Voilà, donc on a beaucoup de choses à dire dans cette émission Rock and Foot. On va bien sûr parler de cette rencontre, de cette 3e victoire d'affilée. Il y aura aussi une page alti-ligérienne, des coups de cœur, des coups de tête, de la musique évidemment, et puis la page agenda autour de la table. Eric, salut à toi Eric. C'est la passe de 3 pour l'ASS sous l'air Montagnier, retour dans le top 2. Bonsoir à toutes et à tous. Et bien sûr, Olivier, salut à toi Olivier. Salut Marco, salut Eric, salut tout le monde. Voilà, on va tout de suite se mettre dans le bain avec cette rencontre face au Tango lavallois pour ce résumé du match du week-end. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Donc petite séance de rattrapage pour ceux qui n'ont pas, se rappellent pas de tout ce qui s'est passé samedi soir. Donc au niveau du 11 de départ, on prend les mêmes et on recommence avec un 4-2-3-1 me semble-t-il, mais on va y revenir tout à l'heure. Avec devant l'Arseneur la charnière Nadé le Cardinal, latéral gauche Ben Hold, latéral droit Pedro, au milieu un double pivot composé par Kanté et par Miladinovic. Devant on retrouve Stassin, secondé par Bouaké juste derrière lui. Davitashvili à gauche et Cardona à droite. Et ça commence de la meilleure des manières, puisque un penalty va être transformé par Davitashvili dès l'entame du match, à la suite d'une main dans la surface d'un Lavallois. On assiste ensuite à une domination globale des Stéphanois, mais comme on l'avait dit samedi, il fallait se méfier de cette équipe lavalloise. Et c'est Camara qui va profiter d'une défense apathique côté droit pour égaliser à la 35e minute contre toute attente. Heureusement, les Stéphanois vont réagir immédiatement et cette fois-ci, l'équipe entraînée par Montagnier va devoir son salut grâce au talent d'un seul homme, j'ai nommé Augustin Bouaké, qui enroule sa frappe des 25 mètres pour redonner l'avantage à son équipe. Alors je vous le dis tout de suite, ça donne 2-1 et le score va en rester là. Pas de suspense, d'autant qu'en seconde période, l'ambiance va monter crescendo, mais sur le terrain, peu d'occasions de part et d'autre. Les joueurs de Philippe Montagnier vont souffrir même en fin de match, mais empochent une 3e victoire précieuse qui leur fait grappiller encore une place. Ils sont désormais seconds avant d'aborder le sprint final des 10 dernières journées. Merci Olivier. Oui, les Stéphanois retrouvent la place de dauphin, donc enfin un dauphin pour nos Stéphanois. La dernière fois c'était à la 8e journée de championnat il me semble, donc ça date un petit peu. Donc comme je l'ai dit dans l'introduction, on n'avait pas analysé de match de notre nouvel entraîneur, donc ça c'est quand même sa 3e victoire en 3 matchs sous l'ère Montagnier. Eric, satisfait ? Bien sûr. Sachant d'où on vient, donc pour l'instant, ce sont des débuts très réussis de la part du coach qui a réussi son pari, tout simplement. Donc 3 victoires en 3 matchs. Alors après, on parlera des circonstances du match samedi qui n'était pas forcément très abouti face à Lanterne Rouge, mais l'essentiel c'était de l'emporter. On voit là la touche Montagnier, on pourra en parler également tout à l'heure dans l'émission. En tout cas, voilà, le samedi, on n'a pas vu le meilleur match, mais on aurait pu tuer le match en fin de partie par l'intermédiaire de Dufus. C'est ce qui manque à cette équipe. On était battus dans les duels, et puis le manque de finition devant, mais en tout cas... On a su profiter pour une fois des mauvais résultats de nos concurrents, parce qu'on sait que c'est très resserré au niveau du classement. Ça fait plusieurs fois qu'il y a l'opportunité de monter sur le podium, et puis là on grappille une place à chaque match. Donc là on est second désormais, donc que du positif par rapport à la prise de fonction de notre nouveau coach. Et Olivier, je pense que tu es satisfait au niveau comptable, 9 sur 9, point de vue points. Est-ce que tu es satisfait dans le contenu ?
Alors le contenu, c'est plus compact, c'est plus conforme à notre championnat de France. Hein. On voit une équipe qui met les ingrédients, comme on dit souvent, pour remporter des matchs, même si on souffre. Hein. Et le témoin, c'est ces fameux corners qu'on va jouer pour gagner quelques secondes en fin de match. On n'aurait jamais vu ça avec Horneland. Mais voilà, on va pas cracher dessus. C'est victoire, même c'est un peu anti-jeu, hein, on peut dire que c'est de l'anti-jeu, même si ça n'existe plus trop nulle part. Mais bon, force est de constater que ça marche. Hein, ça bétonne un petit peu plus, ça défend plus bas, c'est plus compact. Il y a plus de joueurs à vocation défensive. Mais oui, voilà, nous ce qu'on veut évidemment, c'est remonter en Ligue 1. Et puis après, si Kilmer veut mettre la main à la poche, et mettre des joueurs talentueux, il y en a dans cette équipe, et eux ils restent, hein, même si le jeu va être moins virevoltant, on va dire, de côté stéphanois. Il reste des joueurs de grand talent comme Augustin Boaké qui, voilà, sans lui samedi soir, je suis pas sûr qu'on l'emporte, et même qu'on, voilà, ça a redonné un joueur comme ça qui 3 minutes après l'égalisation est capable de faire un geste comme ça, voilà, ça sauve un match. Ouais, ce qui change aussi, c'est qu'on n'avait pas dans la première partie du championnat, c'est justement cette réaction. Hein, tu l'as dit, on a encaissé un but et 3 minutes plus tard, on inscrit donc le deuxième but synonyme de victoire, mais sous l'ère Horneland, on n'avait pas cette réaction-là. Et c'est ce que je me suis dit au stade, et je crois que c'est la première fois cette saison où en fin de compte, après avoir encaissé un pion, donc revenir à ce match nul, on essaye de réagir et on a réagi rapidement. Eric, c'est toi qui a une mémoire de fou, je crois que c'est une des premières fois dans la saison où on arrive à réagir. Voilà, c'est vrai que l'ouverture du score sur penalty a facilité l'entame, a pris le super but de Valois, hein, une belle combinaison. Tout à fait. Et après, on a effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est cette force de réaction, de revenir directement dans la partie. Finalement, on aura mené quasiment tout le match, hein, puisqu'on ouvre le score au bout de 3 minutes. Exactement. Et puis après, 2 minutes après l'égalisation lavalloise, on reprend l'avantage. Donc oui, c'est à souligner. Je pense qu'il faut le mettre sur le compte de la confiance retrouvée, parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait les 2 précédents matchs, mais cette équipe, elle a emmagasiné de la confiance avec ses 2 victoires. Le public n'était plus à 2 doigts de siffler, vous voyez, parce que c'est ça aussi, l'environnement, l'ambiance, elle est importante pour ce qui se passe sur le terrain. Et là, on voit des joueurs beaucoup plus en confiance. Ça change tout, parce que si t'as un public qui est hyper sur la défensive, à 2 doigts de siffler tout le monde, tu vas pas peut-être tenter cette frappe. Donc je pense qu'il faut vraiment mettre ça sur le compte de la confiance retrouvée. Et Augustin Boaké, voilà, il a fait des matchs où il passait complètement à côté, et là on a retrouvé comme on le connaissait. Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'on n'a pas retrouvé aussi une certaine une défense, tout simplement, avec des latéraux? Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une défense qui ressemble à une défense, non? Meilleure assise défensive de manière globale. Après, l'apport de le Cardinal, on parle également des 2 joueurs qui sont arrivés, les 2 recrues avec Kanté, qui font sacrément du bien à cette équipe stéphanoise. Et puis les latéraux qui ont été très satisfaisants, et c'est la surprise par rapport au premier match dirigé par Montagnier. On s'attendait tous à ce que au moins Anan fasse son retour dans la côté gauche, alors qu'on a décrié Benhold à juste titre, hein, à l'époque. Hein. Ouais. Et puis là, c'est un joueur qui est métamorphosé. Il a été très très bon samedi. Il a raté juste un centre. Pour le reste, il était très intéressant. C'est lui qui amène le penalty d'ailleurs. Mais face à Montpellier aussi, il avait été convaincant, puisqu'il avait l'ancien Pono à s'occuper sur son Nicolas côté. Pelli, tout à fait. Et puis de l'autre côté, le jeune Pedro également qui confirme, qui s'installe dans cette équipe. Donc pour moi, la surprise, ça avait été ça, dans le 11 de départ face à Montpellier de Montagnier, de revoir Benhold arrière gauche. Donc ça confirmait quelque part ce qu'avait décidé Eric Horneland. Comme quoi, finalement, c'était pas une mauvaise idée, mais en les en jouait différemment. Et Hold est beaucoup plus performant. Ouais. On y reviendra, parce qu'il vous a fait mentir. Moi aussi, j'étais surpris, je pensais pas que Montagnier le remettrait, mais il vous a fait mentir, Benhold, parce que je vous aurais posé la question il y a 15 jours, vous m'aurez dit jamais Benhold ne pourra occuper ce poste de latéral. Et finalement,
Et moi, je trouvais qu'il y avait des petites choses. C'est pas la plupart du temps, je me trompe, hein, et il faut me le dire quand je me trompe. Mais là, pour le coup, je percevais chez ce joueur. D'ailleurs, il a comparé à Lizarazu. Il a dit que voilà, il y avait des joueurs comme ça, alors toute proportion gardée, hein, bien sûr, mais des numéros 10 ou des ailiers qui repassent latéral, ouais, ça colle parfois, et là ça colle. Ne serait-ce que Tabanou. Je peux rajouter juste un truc. Oui, bien sûr. Franck Tabanou. Bien sûr. Je peux rajouter juste un truc. Ce qui est pour ta question, c'est sur la défense. Ouais, moi, ce que je trouve, c'est que la grosse différence, c'est que désormais, il y a un patron. Et en plus, ce patron, il a la hargne en lui. Son surnom, c'est le clébard. Vous voyez de qui je veux parler ? Pas du tout. Le cardinal, son surnom, c'est le clébard. Et c'est vrai qu'il est agressif quand il faut, sur l'homme. Et c'est aussi un patron, c'est-à-dire qu'il l'ouvre après le but. C'est le seul qui va gueuler sur son côté droit de la défense, là où ça a un peu Cardona, il a un peu regardé. On sait très bien. Lui, il faut pas le faire jouer latéral, hein, Cardona. Il sait pas défendre du tout. Il y arrivera jamais. Mais le cardinal, voilà, un meneur d'hommes dans une défense comme ça manquait beaucoup. Oui, moi, la remarque que je peux faire, c'est que c'est peut-être aussi un des premiers matchs où je vois les latéraux vraiment apporter quelque chose, à la fois défensivement et à la fois offensivement. Je l'ai pas vu depuis le début de saison, et c'est la première fois que les latéraux, ils ont joué un rôle dans cette victoire face au Tango ce week-end. Alors, c'est sûr que c'était que Laval qui est avant-dernier dans ce championnat de Ligue de Becté, mais sincèrement, cette défense, elle m'a plu, à part bien sûr que il y a eu deux tirs cadrés en faveur des Tangos, dont un magnifique but. Mais sinon, ça tient quand même pas mal la route défensivement, et je tenais à le souligner. Globalement, donc là c'est son 3e match à Montagnier, mais qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui a changé depuis Orneland ? Il semble qu'il a ramené de la rigueur, de la discipline, hein. On a vu quelques vidéos circuler donc, au niveau de la com du club. Donc ça fait pas de mal, effectivement. Après, je sais pas, c'est un tout, hein, peut-être. Donc il a porté son expérience, il a resserré les lignes, j'ai l'impression. Et les recrues également qui ont beaucoup apporté, comme je l'ai dit, que soit Kanté au milieu de terrain, puis le cardinal dont tu viens de parler, Olivier, et puis le repositionnement très intéressant d'Augustine Boaquier au milieu de terrain, qui permet d'aligner devant le trident offensif. Tout à fait. Donc Cardona qui était plutôt sur le banc lorsque Davitashvili était associé à Stassin. Désormais, on a les 3 hommes. Donc ça, c'est très intéressant, je trouve. On a aligné nos forces offensives ensemble. Alors, ce qu'il faudrait regarder, c'est la ligne moyenne d'occupation de notre défense, en fait. Parce que jusqu'à présent, elle était très haute. Parce que tu l'as pas regardé ? Si, justement, j'y viens. Elle est forcément plus basse. Pas très basse, hein, on n'est pas bloc bas carrément, mais on n'est pas, vu qu'on n'a pas la possession, c'est le dernier des soucis de Montagnier, on l'a bien compris. Ça fait 3 matchs qu'on n'a pas, ou presque pas, la possession. Là on l'a eu, 75. Voilà, mais par contre, on l'a eu. Les 2 derniers matchs, c'était à l'avantage des adversaires. Donc ce qui fait qu'on est beaucoup moins haut, et donc qu'on peut faire face aux offensives adverses. Donc on encaissera beaucoup moins de buts, et quand on voit la rage qu'il y a quand on encaisse un but, voilà, c'est un changement de mentalité. Je sais pas si vous avez vu la scène où à la mi-temps du match il tient, je sais pas ce que c'est, dans les vestiaires à la mi-temps, les Verts gagnaient 1-0, et Montagnier, il dit à Cardona, tiens, ça c'est la victoire, essaye de l'arracher, essaye. C'était très radiophonique ce que je fais. Et évidemment, non, on va pas la lâcher. On va casser mon téléphone. Tu vois, c'est des petites choses comme ça. Voilà, on va pas revenir sur Orneland, mais c'était tout pour le spectacle. Et là, c'est tout pour la victoire, quoi. Alors moi, je réponds à ma question. Moi, ce qui change, c'est que lorsqu'on est sur le côté, on centre. Et le penalty obtenu sous l'ère Orneland, c'est inconcevable, hein, puisqu'il interdisait aux latéraux et à ses ailiers de centrer. Et là on a l'illustration que dans le football, il faut tenter sa chance, il faut frapper au but, et il faut centrer lorsqu'on se rapproche.
Et il peut toujours y avoir une erreur de l'équipe adverse, et ça s'est montré, ça s'est illustré ce week-end. Ça, c'est quand même un gros changement, c'est que voilà, quand on déborde, on arrive à centrer. Et ça change quand même pas mal la donne. Alors bien sûr, je reviens sur le repositionnement de Boaké qui change aussi un peu la donne, et le but est à l'image de ce repositionnement, hein, ce but de Boaké en fin de première mi-temps qui nous donne la victoire. Et voilà. Mais pourtant, messieurs, moi je suis mitigé et pas convaincu, parce que je suis difficile à convaincre. Hein. On a bien sûr 3 victoires d'affilée, et il fallait faire une série, on l'a fait. Mais je trouve qu'on déjoue quand même pas mal sur les 3 matchs. Je ne vais pas revenir que sur celui-ci, hein, mais que ce soit face à Montpellier, où ça n'a pas été simple, face à Guingamp, où ça n'a pas été simple non plus. Et même face à l'avant-dernier ce week-end, je trouve qu'on déjoue pas mal. Est-ce que vous avez aussi cette impression, comme moi, vous partagez ce côté mitigé? Ouais, ça rejoint un petit peu ce que disait le coach. Il a remarqué qu'il y a toujours une mi-temps qui est moins bonne. Et là, on peut également en faire le constat. La deuxième mi-temps, on a baissé de pied. Alors, on a su gérer les temps faibles. On n'a pas été inquiété plus que ça. Il n'y a pas eu beaucoup de tirs dans la rencontre. Mais c'est vrai qu'on était quand même plus emballé la première période que la seconde samedi. Voilà, après, comment expliquer ça? Il y a toujours un peu de déchets techniques, il y a toujours dans les transitions qui ont des difficultés à faire remonter le bloc. Mais bon, franchement, je sais pas si vous avez une explication par rapport à ça, mais on a du mal à avoir un match abouti totalement de la part des Verts. Pour l'instant, ça suffit à empocher les 3 points à chaque fois, donc on va s'en satisfaire, mais bon. Toujours en convalescence, à ton avis, cette équipe? Malgré les résultats? C'est plus la façon de jouer. On avait dit que on retrouvait un jeu à la française, comme on avait l'habitude donc on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière. Là, moi, je suis très content de ces 3 victoires, et je suis très content de Montagnier, mais j'attends plus. Je le savais, je vais pas attendre des fulgurances offensives en aligne, parce que quand on gagne d'un but, on va se replier, on va conserver cette acquisition du score. Là, je trouve naïf, Marco, parce que en effet, t'es impossible à satisfaire, parce que tu appelais de tous tes voeux et t'es pas le seul. Un jeu enfin correspondant à la Ligue 2. Là, t'as une équipe de Ligue 2. C'est pragmatique. Tout sous Horneland, surtout. Hein. C'est surtout ça. Hein. C'est quand des gens incompétents dirigent comme ça me fait mal au cœur, c'est tout. Donc le fait qu'on ait pris un autre, ça me paraît évident. Et Montagnier, oui, j'apprécie. C'est pragmatique, mais bon, c'est vrai qu'on a nos autres offensifs. On a du mal quand même à tuer les rencontres, quoi. À se mettre à l'abri. Alors voilà, il y a quand même toujours trop d'imprécisions, parce que j'ai caressé dans le sens du poil la défense. Par contre, concernant l'offensive, on n'arrive pas à tuer le match. À Guingamp, on a des occasions pour tuer le match, on le fait pas. Et face à Laval, ce week-end, c'est exactement le même scénario. On a des balles pour breaker, et on n'arrive pas à breaker, et on en a quand même plusieurs. Et là, on a peu d'occasions là, en deuxième mi-temps. Les tirs cadrés, c'est famélique, hein, le nombre de tirs cadrés sur cette rencontre. 7. En deuxième mi-temps, c'est Dufus surtout qui doit mettre les verres à l'abri, sur le très bon ballon de Stassin. Voilà, mais je pense qu'il va pas l'assumer, mais même les joueurs, ils voulaient quand on mène d'un but, qu'on arrête d'attaquer, et c'est le cas. Donc on va pas voir, on va essayer de conserver l'avantage au score, et on va voir des matchs tout pourris, mais on va gagner, et ça c'est bien. Ça c'est juré. Tout pourri, peut-être pas. On verra tout ça. On va passer un morceau musical dans cette émission, un coup de tête, cette émission Rock and Foot. Je suis allé chercher un groupe lavallois. Justement, le fait de souci Saint-Étienne de demi-temps différentes, et à la fin, ils ont toujours un petit peu de mal. Le titre, donc, c'est Jamais la fin, et le groupe, c'est Club Mutant, ce groupe lavallois. Parti.
Jamais la fin du groupe lavallois Club Mutant. Vous êtes bien dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot. Et on revient sur cette victoire face à Laval, cette 3e victoire d'affilée. J'avais une autre question à vous adresser, Olivier et Eric. Il y a des faits de match dans cette rencontre. Et j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi n'arrive-t-on pas à bénéficier, à mettre à profit les montées de nos défenseurs qui arrivent à casser les lignes, qui est face à un joueur, que ça soit Cardinal, que ça soit Hold ou que ça soit Pedro. Ils ont tous, au cours de cette rencontre, essayé d'y aller tout seul, quoi, d'effacer un premier joueur, un deuxième, un troisième. Ça, c'est pour Pedro, pardon. Mais tout de suite après, on perd la balle et on peut se mettre en danger. Alors que c'est des situations qui, en fin de compte, désorganisent l'équipe adverse et qui donnent des super opportunités pour marquer. Donc, est-ce que ta vraie question, c'est pourquoi on n'a pas d'avant-centre qui vient couper des centres, des pas centres alors, ils peuvent pas y aller tout seuls parce que déjà ils partent de loin, les latéraux. Tu peux pas, ça peut pas marcher peut-être une fois par match et encore. Donc il faut bien qu'ils trouvent un relais à l'intérieur. Oui, mais on a perdu la balle, donc ils ont trouvé un relais, mais tout de suite, celui qui reçoit la balle du défenseur qui essaye de casser les lignes, il se fait à chaque fois prendre. Ça a été 4 fois dans le match. Pour moi, c'est flagrant, alors que c'est des situations super intéressantes qu'on voyait pas il y a quelques semaines de ça. Et ça, j'apprécie beaucoup. Et puis on voit la valeur d'un Pedro, d'un Cardinal. Vraiment, c'est agréable, mais on n'arrive pas à profiter de ces situations-là. Ouais, c'est vrai qu'il y a des projections vers l'avant qui sont très intéressantes. Le Cardinal, ça fait 2 rencontres à Geoffroy Guichard où vraiment il apporte, je trouve. Et puis effectivement, les latéraux, donc là, non seulement ils ferment bien leur couloir, mais aussi ils contribuent à apporter offensivement. Après, oui, je sais pas, j'ai pas l'explication par rapport à ta question, pourquoi ça fonctionne pas, sachant qu'il y a quand même quantité de joueurs de qualité devant. J'ai une petite idée, moi, mais... Lesquels ? On fonctionne avec Kanté maintenant, qui est une pointe basse, ouais. Et on fonctionne avec deux autres milieux qui sont plus offensifs, qui sont plus devant. Mais ces offensifs, sous l'ère Montagnier, s'occupent beaucoup plus de leur adversaire, puisqu'ils doivent être vraiment au marquage. C'était pas toujours le cas sous Horneland. Là, il faut vraiment qu'ils soient comme des défenseurs, et ils ont du mal à trouver des espaces relativement libres lorsqu'ils peuvent donc relayer ce genre de montée de défenseurs. Et ils sont moins dans le... Kanté, Miladinovic ? Ouais, je pointe Miladinovic qui a perdu une des balles dans ces scénarios-là, ouais. Par exemple, ouais. Mais une autre fois, je crois que c'était Tardieu qui est rentré à la fin aussi, qui a pas joué le jeu là-dessus. Et je trouve ça vraiment dommage. Et on voyait pas ça sous l'ère Horneland. Je trouve ça vraiment bien, mais pour l'instant, ça n'a pas porté ses fruits et c'est dommage. Et justement, je vais peut-être pointer ce milieu de terrain. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que... Peut-être qu'ils ont la consigne, justement, quand le latéral monte, de rester au cas où, de venir couvrir sur les côtés, tu vois, les deux joueurs. Donc, ils ne participent pas au jeu, en effet. Et pour le milieu de terrain, bon... oui, ça reste en place. Sans parce que, en fait, je pense que c'est plus un 4-2-3-1, en tout cas à l'extérieur. C'est-à-dire deux joueurs qui restent devant la défense et qui viennent colmater les offensives adverses. Donc après, moi, Kanté, franchement, on a vu la différence avec Gadek Bekou, mais bon, il est jeune, mais Kanté, je trouve que il convient bien à ce jeu-là parce que autant offensivement
il a pas montré grand chose, c'est pas son rôle, je pense pas que Montagnier lui demande des choses à ce niveau-là, mais défensivement il récupère, il gratte, il court, donc c'est le profil idoine pour ce jeu-là qu'on n'avait pas, parce que même Tardieu ne fait pas ça, et on a vu que les consignes qui étaient données à Jabert n'étaient pas non plus celles-ci. Alors quand Jabert va revenir, on aura peut-être 2 joueurs comme ça, mais du coup c'est vrai qu'on reste un peu sur notre faim. Miladinovic, on le connaît, il a la tête un peu dans les chaussures et parfois il met du temps avant d'ouvrir le jeu, il fait 4-5 touches avant de trouver la passe, et puis heureusement Boaké qui quand même fait, moi je trouve que Boaké, voilà, il illumine ce milieu de terrain quand même. On constate quand même que Montagnier fait plus confiance à Miladinovic qu'à Moefek, qui reste scotché sur le banc. Pour les raisons qu'on connaît, physiques, je pense. Et puis, se projeter, c'est bien, mais en fait, ça convenait bien à Horneland, mais pour se projeter, il faut que derrière, ça suive, parce que sinon, comme au rugby, t'es tout seul, si t'as pas de soutien, tu fais rien de vraiment bien. C'est un peu aussi la deuxième surprise de Montagnier, de voir titulariser à chaque fois Miladinovic. On s'attendait pas forcément à ça. Non. On a parlé de Hall tout à l'heure, mais Miladinovic, c'est la deuxième surprise pour moi. Ouais. Et il est pas transcendant sur les 3 matchs qu'on a vus sous l'ère Montagnier. Il est pas transcendant, Miladinovic. Après, il fait des bonnes choses de temps en temps, mais c'est pas toujours ça. Et tu vois, il y a une occasion là. Je parlais en première mi-temps, fin de première mi-temps, où il décale pas sur la gauche. Et je trouve ça regrettable parce que c'était le jeu de jouer d'écarter sur la gauche. Et à Guingamp, c'était un peu la même chose, quoi. Il manque de jugeote dans la tête, j'ai l'impression, il manque de jugeote pour des faits, des actes simples pour progresser, pour se rapprocher du but adverse. Voilà. Bon, Montagnier l'a essayé derrière l'attaquant, il a joué, c'est Boaké qui jouait en double pivot. Il l'a essayé aussi plus défensif, plus bas. Je pense que quand Jabert va revenir, c'est lui qui va prendre sa place. Et qu'est-ce que vous pensez aussi, j'en ai terminé là-dessus, sur nos attaquants, le fait que Stassin il dézone, c'est-à-dire que il dézone beaucoup plus qu'avant. Et moi, franchement, j'apprécie pas du tout. Ah bon ? Le fait qu'il aille sur le côté et que ça change, et je retrouve Davitashvili en pointe. Il y a quand même, sur la rencontre face à Laval, il y a 2 centres, et sur les 2 centres, on voit que Stassin il est pas du tout dans la surface, quoi. Voilà, c'est ce que et ça, je trouve ça quand même regrettable quand t'es avant-centre, mais après tu peux pas lui demander d'être au four et au moulin, quoi. Donc si tu demandes de dézonner, s'il est vers le centreur ou si c'est lui qui centre, il peut pas être à la réception non plus. Non, mais je trouve ça dommage, quoi. Je pense qu'on Après, est ça fait un moment aligné. qui dézone. C'est pas nouveau, ça. Ah, c'est nous, sous Horneland, c'était Quand clairement, il avait dézonné beaucoup, Olivier, on était au stade. Ouais. On a discuté après avec le père de Lucas Tassin, il avait quand même pas mal dézonné pour toucher des ballons, parce qu'il ne touchait pas de ballons devant, donc il était obligé de reculer. Des déviations, etc. Il avait fait un jeu intéressant. Puis là, bon, il est en panne de but. Ça fait 5 mois qu'il n'a pas marqué. C'était à Amiens. Donc après, il apporte beaucoup. Il a fait un bon match. À Guingamp, il obtient un penalty sur le poteau. Et là, donc, il est... Je parle pas de lui. Je parle en fin de compte le fait que je pense que c'est Montagnier qui lui demande de dézonner. C'est de faire dézonner, en fin de compte, ton avant-centre, quoi. Moi, je trouve ça regrettable. C'est tout. Et comme contexte, j'ai ces 2 exemples où il y a 2 centres et il n'y a pas d'avant-centre. Et je trouve ça regrettable. Si tu te casses la tête pour déborder et que tu centres et il n'y a pas d'avant-centre, je trouve ça dommage. Et quand tu vois qu'il est à 20 mètres sur le côté gauche, je trouve ça regrettable, c'est tout. C'est vrai qu'il participe au jeu, mais après, je suis d'accord avec toi, il n'est pas au point de pénalty. Il faudrait 2 attaquants, pour bien faire, parce que c'est vrai que lui il participe au jeu beaucoup. Après il y a plein de buts qui sont dus grâce à ses décrochages où il remise. Là samedi il remise, c'est lui qui offre la balle c'est le même but que contre Clermont. Voilà, exactement. Donc en fait c'est indirect, mais pour moi en ce moment il fait ses meilleurs matchs, même s'il marque pas, c'est les meilleurs matchs qu'il fait. Mais je parle pas de Stassin, je parle vraiment de l'avant-centre. En même temps ça va de pair. Si ton avant-centre tu dis toi-même qu'il est bon, c'est que ce qu'il fait sur le terrain c'est bon aussi. Oui, mais moi je parle vraiment du 9 en pointe qui doit pas bouger, quoi. Ça existe pratiquement plus. Bien sûr que si, regarde à York.
Oui, voilà. oui, gabarit. Avec son gabarit, il peut faire que ça. Et encore, il touche pas mal de balles. Des fois, il décroche, à York. Mais oui, Ouais, bon, le Roland Wolfart de 2026, il n'existe pas. Non, mais même Sissoko, il y a pas si longtemps que ça, on avait un Sissoko. Alors Sissoko, parlons-en, il a dû faire 40 minutes de match depuis le début de la saison en Ligue 2 allemande. Je parle de quand il était avec le maillot vert. Tu oui, comprends? Oui, bien sûr. C'est juste. Partout ailleurs, personne n'en veut de ce genre de joueur maintenant qui pèse 100 kilos. C'est Alexandre Mendy. Mais je parle pas du joueur. Je parle vraiment de la position du numéro 9, quoi. Ah oui, mais on joue plus comme ça. Oui, mais quand tu centres, c'est quand même un problème. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de centres en retrait, parce que sinon c'est trop lisible pour la défense. Mais même le centre en retrait. Les défenseurs, quand tu jouais à l'ancienne à l'Auxerroise, je me rappelle, avec les deux qui centrent pour un avant-centre physique qui met des buts de la tête, ça n'existe plus parce que les défenseurs aujourd'hui sont bien meilleurs, c'est trop lisible, ils se frisent les moustaches. C'était Kokarverua pour l'Islande. Bon, je vais pas vous convaincre. Moi, pour la simple réponse, c'est à York ce week-end qui a marqué 2 magnifiques buts avec cette pointe de numéro 9, c'est tout. Voilà. Allez, on va passer au verre à moitié vide et verre à moitié plein, messieurs. On commence par qui? À moitié vide. À moitié vide, Cardona pour moi. Ouais, c'est difficile parce que par rapport au match qu'il a fait précédemment, voilà, mais je pense que tout le monde a vu que c'était lui. Alors, je pense physiquement, il était un peu moins frais. Il n'y a pas de vrai flop pour moi. Après, s'il faut citer des joueurs, Miladinovic peut-être et Cardona effectivement, qui a été moins remuant que les matchs précédents. Après, bon, il a dû compliquer avec sa petite. Je l'avais vu entraînement. Moi, je l'ai vu entraînement, on en a discuté dimanche. Ça peut aussi jouer. Et puis après, moi, je dirais les entrants qui n'ont pas apporté, que ce soit Mouefek, Tardieu, et puis Dufus qui rate l'occasion, qui peut mettre les verres à l'abri, quoi. Ouais, moi je te rejoins, c'est les entrants. Mouefek, paraît-il, il a fait un peu tirer la gueule aussi, mais et Tardieu qui n'a rien apporté sur la fin de rencontre lorsqu'il est rentré, donc oui. Il a pris un carton rapide, il est sous coup d'une suspension, parce qu'il y en a 4 déjà. Tardieu, c'est le seul éventuellement dans ce cas-là. Et vers à moitié plein, ligne par ligne, les 2 latéraux dont on a parlé, Hold et puis Pedro qui fêtait ses 20 ans. Milieu de terrain, une nouvelle fois, j'ai bien aimé Kanté, et puis devant Boaké pour son bijou de but, et puis Stassin pour son apport offensif. Donc là, c'est lui qui décale Boaké, et puis après il donne une balle de but à Dufus qui n'a pas été converti. Ouais, je suis pas loin des mêmes joueurs. Voilà, Stassin, Boaké, pour moi c'était costaud, et le Cardinal derrière quand même, je rajouterais. Ouais, mais la charnière centrale qui n'a pas été trop mis à contribution. À contribution, que ce soit Nadé ou plus dans l'état d'esprit, tu vois. Je trouve que vraiment ça manquait un joueur comme ça. Non, mais on parle de cette rencontre. Oui, sur cette rencontre, mais même sur cette rencontre, l'état d'esprit affiché par le Cardinal, moi ça me plaît. C'était le top de Montpellier, mais pas le top de Laval. Oui, bien sûr, il peut pas marquer. Et l'état d'esprit de Nadé, non? Après voilà, non mais il fait un bon match là, mais en fait le mental c'est super important. Et l'état d'esprit de Kanté? J'ai pas noté l'esprit de Kanté, mais tu sens que Cardinal c'est un patron. Contrairement, voilà, on l'est ou on l'est pas. Après sur un terrain, je parle, mais peut-être qu'il est très timide, très gentil, mais sur un terrain, engueuler, c'est quand secouer un peu le cocotier, ça fait du bien dans une équipe. Moi, Kanté, Stassin, que j'ai bien aimé. Kanté, Pedro, j'ai bien apprécié aussi sur cette rencontre. Il a montré toutes ses valeurs, toutes ses compétences, donc bravo. On termine là-dessus, on va enchaîner avec la page altiligérienne, messieurs. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Tout de suite, voici la page Haute-Loire. Alors, National, le Puy se déplaçait au FC Rouen, leader du championnat de National au coup d'envoi, c'était vendredi soir, face au FC Rouen, le deuxième meilleure défense et troisième meilleure attaque de ce championnat de National. Le défi était conséquent pour les joueurs de Stéphane Dieff.
vendredi soir au stade Robert Diochon. Malgré ce défi de taille, les Poneaux ont montré de belles choses, mais cela n'aura pas suffi à faire tomber une équipe normande qui a parfaitement réagi après l'ouverture du score de Helsinki, sans toutefois parvenir à l'emporter. Donc résultat final, 1 but partout. Les Ciels et Blancs sont toujours à la recherche d'une victoire face à un gros poisson du championnat. Et oui. Ce début de match laissait pourtant croire à une telle performance grâce au revanchard Helsinki. Expulsé à la 10e minute lors du match aller, l'attaquant n'a mis que 6 petites minutes à s'illustrer. Après un bon travail de Gauthier, le jeune milieu qui enchaînait une deuxième titularisation consécutive servait Adélaïde dans la surface de réparation. L'attaquant parvenait à se défaire du marquage de son défenseur pour lancer Helsinki, et l'ancien Nantais ne se faisait pas prier pour prendre sa revanche et envoyer le ballon au fond des filets dès la 6e minute de jeu. Un début de match idéal pour les hommes de Stéphane Dief qui avait vu un but du FC Rouen refusé dès la 2e minute pour une position de hors-jeu sur corner. Seulement au fil des minutes, les locaux ont progressivement mis le pied sur le ballon et imposé leur domination devant leur public, notamment grâce au duo Rochas-Bassi, très remuant sur le front de l'attaque. Les deux joueurs se sont trouvés dans tous les bons coups en première période. Après une première tête au-dessus de Rochas, le meneur de jeu déviait parfaitement un ballon pour Bassi et l'attaquant prenait le meilleur sur Bouledja pour égaliser à la 24e minute de jeu. Notre portier Pono, Mathis Carvalho, s'interposait magistralement devant le Rouennais à la 34e minute de jeu, mais Carvalho, c'est vraiment l'homme fort de cette rencontre qui a multiplié les arrêts, que ce soit sur corner, que ce soit sur une frappe de Seydi par exemple à la 82e minute de jeu, des arrêts qui auraient pu permettre aux Ciel et Blanc de faire la différence sur les quelques occasions, mais par deux fois Adélaïde manquait l'opportunité de marquer. Donc dans une fin de match plutôt à l'avantage des Poneaux, les partenaires de Djemo ne parvenaient pas à trouver l'ouverture malgré des changements portés sur l'offensive, à l'image de Debold rentré à la place d'Esmel. Malgré cela, les occasions se faisaient rares et les Poneaux devaient se contenter d'un bon match nul chez un des favoris du championnat. Un résultat qui ne fait toutefois pas les affaires des Ciels et Blancs, puisque dans le même temps, Sochaux s'est imposé 3-1 sur la pelouse de Caen et Dijon a gagné 2-1 sur le terrain de Villefranche. Le Puy Foot pointe désormais à la 7e place, à 8 points du 3e Sochaux. Et les rêves de podium s'éloignent, mais une sacrée partie encore de la part des Poneaux. Donc ce week-end face à un gros club qui risque de jouer la montée en fin de saison. Voilà pour les résultats donc de National. On va passer à la Régionale 1. Régionale 1, il y avait la réserve du Clermont Foot qui recevait Monistrol et victoire du Clermont Foot, 4-1. La réserve du Puy l'a emporté 3-2 à Serra. Beaucoup de pions dans pas le derby, mais entre une équipe ligérienne, Firmini, et une équipe leader de cette poule de R1, c'est Espali. Ça s'est terminé sur un score de 4 buts partout. 8 pions dans cette rencontre. Et là, dans le derby alti-ligérien, Blavosi qui recevait l'USSL, c'est Blavosi qui l'a emporté 2-1 face à l'USSL. Blavosi qui a marqué en tout début de rencontre, c'est 2 buts. Voilà pour les résultats alti-ligériens. Il n'y a pas de Régional 2 ce week-end. On trouve ça la semaine prochaine. On va tout de suite enchaîner avec un deuxième morceau d'un autre groupe lavallois des années 80. Ce groupe, c'est Blue Valentines, c'est fin des années 80, et le titre, c'est My Life is in Black and White. My Life is Black and White, le groupe de Laval, Blue Valentines, ça sent quand même les années 80. Ça. Je pensais que tu mettrais un petit air de tango contre Laval. Ah, non, j'ai pas mis de tango. La prochaine fois, c'est-à-dire quand... Non, mais il faudrait qu'on reste bien la prochaine. Ouais. On enchaîne tout de suite avec l'agenda. Je vais bien partir. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. À défaut de pouvoir jouer un jour au Camp Nou de Barcelone, l'ASS se déplacera samedi à 20h au Nou Camp de Pau, où elle arborera pour la première fois son 4e maillot vert fluo. Les Palois qui occupent le ventre mou... Si, tu verras ça.
Ça sera ton coup de tête la semaine prochaine. J'annonce. Les Palois qui occupent le ventre mou du classement disposent de la 4e meilleure attaque. Ce sont les Verts, bien sûr, qui sont en tête à ce jeu-là. Mais par contre, de la pire défense, alors qu'ils avaient signé 2 succès de rang à l'extérieur à Laval et au Red Star, ils restent sur 2 défaites à domicile face à Boulogne, comme nous, et à 3 au terme d'un match fou, puisqu'ils menaient 3-2 à un quart d'heure de la fin avant de se faire rejoindre puis dépasser dans les ultimes secondes. Désormais entraîné par Thierry Debesse, les coéquipiers des ex-Verts Noah Ravert, Anthony Briançon, Setigui Karamoko et Sherfal, buteur le week-end dernier, auront bien sûr à cœur de se racheter après la raclée 0-6 subie à l'aller à Geoffroy Guichard. Côté stéphanois, peut-être qu'on se dirige une nouvelle fois vers le même 11, c'est pour la 3e fois de suite aligné par Philippe Montagnier. On ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Et la rencontre sera arbitrée par monsieur Swiffy, qui nous a arbitré contre Nancy, si je me souviens bien. Cette équipe paloise, j'ai pu voir le résumé effectivement face au leader de notre championnat. Elle a pas de bol. Elle a vraiment pas de bol. Ils ont 2 balles de 3-0. Ils ont une balle de 4 buts à 2. 4 buts à 2 qui va sur la transversale. Ils ont vraiment pas de bol. Voilà. Après, ils ont encaissé 4 pions. Nous, on leur a mis 6. Ils sont friables derrière. Mais ils sont très, très rapides en contre-attaque. Et là, ce week-end, ils ont fait mal aux Troyens par 3 contre-attaques. Ils sont très rapides en 2-3 passes. Ils tirent au but, quoi. Donc... attention, et puis comme tu dis Eric, ils vont être revanchards, ça va pas être chose facile face à ces Palois. Eric, t'es d'accord, tu y seras toi? Ouais, j'y serai. Après, je pense que c'est un match charnière, si on fait un bon résultat à Pau, après on reçoit derrière Red Star, il y a moyen de faire de belles choses, je pense. Franchement, ce match-là, si on ne le perd pas, il y a une belle série qui peut continuer à se poursuivre, je pense. Parce qu'on n'est plus très loin de... 2 points du leader. 2 points du leader et on a 2 points de plus que le 3e. Donc là, ça va vite au foot. Qui l'aurait dit au début janvier, après la défaite, c'était face à Boulogne. Sachant qu'on aurait pu être leader, là, si on parlait du match de 3 face à Pau, à quelques minutes près, on était leader, en battant Laval. Ouais. Pour l'instant, c'est bien d'être... Si le championnat s'arrête là, on est en Ligue 1. Voilà, ce qui n'était pas le cas. C'est bien d'être à l'affût pas jusqu'au dernier moment, mais le plus tard possible. Il reste 10 rencontres. Il reste 30 points. Voilà. Et on va recevoir 3. Le Red Star, on reçoit 3. Donc il y a un bon coup. Il y a quand même... Et la dynamique est pour nous. Et la dynamique est pour nous. Dans le championnat, les positions sont très resserrées. Franchement, là, pour l'instant... Et oui, et puis comme tu l'as dit, tout le monde peut battre tout le monde. Et regarde, Bastia, c'est plus le même Bastia. Celui qui s'est déplacé au mois de décembre à Geoffroy Guichard, déjà, il avait quand même... c'était une belle équipe. Même Reims qui cale. Cette équipe de Laval, moi je l'attendais aussi faible qu'au match aller, mais non, moi j'ai trouvé beaucoup plus compact qu'au match d'ouverture. C'était le match d'ouverture Laval Saint-Étienne, ça s'était clôturé par un 3-3. Toutes les équipes se valent. Les meilleures équipes actuelles, tu as Rodez qui est devant nous, Annecy. Annecy c'est comme Saint-Étienne, donc Rodez, Annecy, là ils sont plutôt tu vois dans le ventre mou, mais Rodez c'est impressionnant. Chaque année ils finissent le championnat, ils changent de joueur, ils renouvellent l'équipe totalement, donc ça met un peu de temps que la mayonnaise prenne, mais avec cet entraîneur qui est excellent, à la fin de saison c'est toujours des super équipes. Donc tout peut jouer. Il reste donc 10 rencontres. 30 points. Il me semble que Reims, ils ont fait le pari d'être solides. Ça fait 5 clean sheets qu'ils font. Alors parfois ils font 0-0, mais je pense qu'ils tiennent le pari que l'équipe la plus solide, alors c'est pas bon signe pour le spectacle, l'équipe la plus solide sera celle qui va monter en Ligue 1. Et Saint-Étienne aussi fait un peu comme ça, et donc voilà, on sait que les accessions elles se gagnent par la défense, on est d'accord. Suspense. Allez, on enchaîne avec les coups de cœur. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur.
Alors, coup de cœur pour les 3 victoires de rang de l'ASS depuis la prise de fonction de Philippe Montagnier, un entraîneur très impliqué qui assiste par exemple à tous les matchs de la réserve. Justement, j'étais présent moi aussi, ce sera mon 2e coup de cœur, la victoire des hommes de Sylvain Gilbert 3-1 dans le derby face à Feur, malgré une infériorité numérique et avec un penalty stoppé d'entrée par Isiaka Touré. Et enfin, comme j'en ai l'habitude, en période de vacances, je suis allé rendre visite d'Ancien Vert, en direction la Côte d'Azur, pour rencontrer Félix Lacuesta. Et le lendemain, je suis allé chez mon idole Michel Platini, qui m'a convié à sa table, m'a signé de nombreux documents. Et j'ai pleinement savouré de ce face-à-face privilégié avec le meilleur joueur de l'histoire du football français, auquel j'ai offert mon livre. Il t'a parlé de la FIFA et de l'UEFA ? Non. Il m'a dit qu'il avait été blanchi à juste titre. Oui. Mais à mon avis, il doit penser pas forcément que du bien des instances internationales. Il coule une paisible retraite du côté de Cassis. Voilà, il a plus envie de s'en mêler. Absolument. De mon côté, le tifo évidemment des Green Angels, vous étiez pas loin, vous avez pu l'apprécier. Alors peut-être que ça va malheureusement faire tomber le sursis, mais ce tifo était superbe, il faut bien le dire, que ce soit autour, mais aussi cette construction qui ressemble vraiment à quelque chose. On est loin des tifos lyonnais, tout cracra. Référence à The Mask. Ouais, c'était pour l'anniversaire 34 ans. des 34 ans des Green. Alors moi j'ai beaucoup de coups de cœur. Tout à l'heure j'ai évoqué un joueur à York qui a marqué 2 magnifiques buts avec son équipe brestoise. Je l'ai vu il y a quelques années quand même, quand il avait le maillot de Clermont avec notre ancien Stéphanois dont j'ai oublié son nom, qui jouait l'ailier. Il se trouvait les yeux fermés là, tous les deux. J'ai beaucoup aimé le doublé d'un autre ancien Stéphanois, c'est Camara, qui a marqué 2 buts avec le maillot de Rennes ce week-end. J'ai apprécié évidemment le but de Boaquier, qui est magnifique, comme quoi il doit frapper plus souvent. Et dans cette rencontre, j'ai bien apprécié l'arbitre. Et oui, Eric, j'ai apprécié l'arbitre parce qu'il a été relativement discret. Il n'a pas l'arbitre qui siffle pénalty au bout de 2 minutes. 15 ans d'émission pour enfin avoir un coup de cœur à un arbitre. Il suffit de siffler pénalty au bout de 2 minutes pour avoir le faveur de Marco. Voilà. Et factuellement. Et les prochains arbitres savent ce qu'ils doivent faire pour faire partie de tes coups de cœur. Et le but du week-end, évidemment, le magnifique retourné de Raniar H, l'Allemand de Cologne, dans le match entre Cologne et Hoffenheim, un retourné, mais pour moi c'est le but de l'année, extraordinaire. Et je sais pas à quelle hauteur il va chercher ce ballon là, se retourner à 18 mètres là, mais impressionnant. Donc très joli but de l'Allemand Rania H. Voilà pour les coups de cœur et j'enchaîne avec les coups de tête. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Alors après les propos haineux et insultes à caractère raciste visant Alan Saint-Maximin, cette fois Wesley Fofana qui en a été la cible sur les réseaux sociaux. Autre coup de tête, je crois que Marco tu vas en parler tout à l'heure, donc je vais te laisser la parole pour les incidents très graves qui sont produits à Nancy où des engins pyrotechniques ont été dissimulés sous des sièges dans le parquage grenoblois et activés à distance par des pseudo-supporters nancéens. Ouais. En tout cas la sanction risque d'être très lourde et puis il y a malheureusement peu de chances que la rencontre entre l'ASNL et l'ASS ne se dispute pas à huis clos. Et enfin, un coup de tête pour le comportement inadmissible envers le corps arbitral de Sébastien Joseph et Jean-Claude Barzotti, l'entraîneur des féminines de l'ASS, qui ont encore perdu ce week-end, et le président de l'association, respectivement suspendu 14 matchs et 2 mois. C'est catastrophique pour l'image du club. Ouais, alors je t'emboîte le pas sur le racisme. Ça m'étonne que t'aies pas parlé des insultes racistes dont a été victime Vinicius lors du match contre Benfica. Je parle que de la SS, moi. Oui, mais non, parce que Wesley Fofana, c'est un ancien. Oui, bien sûr, mais bon là, ça fait encore plus de bruit et c'est vrai qu'il y a une sorte de récidive comme ça qui court un peu partout en Europe, au Portugal, en Angleterre. Bon, l'Italie, c'est pas bien mieux. Moi, j'ai bien aimé Mbappé qui prend la parole pour soutenir Vinicius. En même temps, alors c'est vraiment, je trouve ça inquiétant. En même temps, je l'ai dit, quand ce genre d'idéologie gangrène les États-Unis, l'Italie, la France, et qu'on fait 1 minute de silence à l'Assemblée nationale pour le décès d'un représentant du fascisme, faut peut-être pas s'étonner non plus.
Et j'ai un deuxième coup de tête sur le football français et son financement. Je sais pas si vous avez vu, mais beIN Sport, qui évidemment, il y a la double casquette avec le président du PSG qui fait tout pour s'aborder Ligue 1+. Bon, c'est loin de tout. Nous, on est loin de tout ça, mais en fait, c'est ce qui représente l'avenir du foot français. Et donc, pas très longtemps, hein, dans 6 mois, les joueurs qui vont arriver comme recrues, ça sera des joueurs qui vont venir d'Estonie, des pays de l'Est, mais on pourra. Le football français est en faillite quelque part. On est passé de droits télé, on les a divisés pratiquement par 100 les droits télé, donc ça va être compliqué. À part le PSG, et donc c'est bien la faute du PSG qui fait tout pour s'aborder le championnat de France. Ils n'en ont strictement rien à faire. Heureusement, beIN Sport retransmet la Ligue 2. Ils ont surpayé la Ligue 2, ça c'est vrai, mais par contre au niveau du foot de la Ligue 1 et des droits télé, c'est la catastrophe. Ok, concernant mes coups de tête cette semaine, effectivement, je rejoins Eric pour 2 choses. Lors du match Nancy-Grenoble, il y a eu une interruption causée donc par des fumigènes. Mais là, on a passé un cap parce que ces fumigènes, c'était des pots de fumée, ont été pilotés à distance. Donc, voilà, la technologie. Donc, ça... Il y a eu 2 interruptions au cours de cette rencontre qui s'est clôturée par un match nul 0-0. Il y a eu des heures avant... la rencontre entre supporters et aussi après où les supporters nancéens se sont pris au bus des joueurs de Grenoblois. Voilà, c'est regrettable et effectivement Nancy a déjà commencé la saison avec 4 matchs à huis clos. Hein. C'était quand même assez énorme et là je sais pas ce qui... Je connais pas la sentence, mais ça risque d'être du même acabit. Voilà, et je te rejoins Eric aussi sur nos Amazones, l'équipe féminine de la SSE qui n'y arrive pas. Là, cette fois-ci, c'était face à Strasbourg et à domicile. Elles sont inclinées 2-0. C'est compliqué cette saison pour nos féminines. Voilà pour les coups de tête. On se retrouve la semaine prochaine, chers auditeurs, pour... analyser et revenir sur ce déplacement à Pau, le match samedi 20h sur les chaînes de beIN, ou sinon il faut aller au Camp Nou, mais version Pau, c'est ça ? Prendre le train pour Pau. Voilà. Pour ceux qui ont la ref. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Voilà. Allez, bis à l'œil et portez-vous bien et allez les Verts. Ciao, ciao. Au revoir, bonne semaine. Bonne semaine à les Verts.